Bonjour. Si vous voulez m'accompagner aujourd'hui, je vous emmène dans un des lieux les plus reculés et mystérieux du monde. Une île perdue dans l'océan, connue pour ses grandes statues, les moaïs, et qui a fasciné et posé sans cesse des énigmes depuis sa découverte. Depuis quelques décennies, on commence à mieux comprendre l'histoire de cette île, ce qu'il s'y est passé, et j'aimerais voir avec vous ce que l'archéologie et la science peuvent nous dire ou pas, parce qu'il reste encore des mystères sur l'île de Pâques. Avant de commencer, je vous informe que vous pouvez voter une fois encore pour un des prochains sujets dont je vous parlerai. Les votes sont ouverts dans la version anglaise de cette vidéo. Vous trouverez un lien dans la description et vous avez jusqu'au 10 septembre pour voter. J'enregistrerai bien sûr le gagnant parmi les sujets proposés, en français également. Alors, comme toujours, avant de commencer, essayez d'adopter une position confortable. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et simplement me laisser vous emporter vers les immensités de l'océan Pacifique. Et notre histoire va commencer il y a presque 3 siècles, en 1722, quand, pour la première fois, des Européens ont découvert l'île de Pâques. C'était une expédition d'exploration hollandaise, et un dimanche de Pâques d'avril 1722. Et quand cette première expédition arrive à l'île de Pâques, elle découvre une île surprenante, peuplée de quelques centaines d'habitants, peut-être 2000 ou 3000, et surtout entourée de statues qui s'alignent le long des côtes tout autour. L'île de Pâques est extrêmement isolée du reste du monde. C'est un des lieux habités les plus éloignés de toute autre terre habitée. Il faut naviguer sur des milliers de kilomètres vers l'ouest pour atteindre la Polynésie, Tahiti, ou des milliers de kilomètres vers l'est pour arriver en Amérique du Sud, en face du Chili. Et étant très éloigné des routes de communication, n'ayant pas d'intérêt stratégique particulier, l'île de Pâques ne va pas recevoir d'autres visites pendant presque 50 ans. C'est seulement en 1770 que des navires espagnols venus d'Amérique du Sud accostent à l'île de Pâques et s'emparent officiellement de l'île comme possession espagnole, mais sans véritablement occuper cette île, et elle va donc rester isolée et ne sera pas administrée par un pays extérieur avant encore plus d'un siècle. Mais quand cette deuxième expédition étrangère
arrive sur l'île, 48 ans après la première. Elle note que les alignements de statues le long des rivages, qui sont toutes tournées vers l'intérieur de l'île, ne sont plus entretenus. Certaines statues sont tombées et d'autres expéditions qui vont suivre à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle. L'île sera visitée notamment par James Cook, l'explorateur anglais, par des expéditions françaises, russes. On note au fil du temps que les statues ne sont plus entretenues. Elles finissent toutes par tomber au début du XIXe siècle. Et donc il se passe quelque chose sur cette île qui semble être entrée dans une sorte de décadence et avoir abrité une culture, une civilisation qui a créé non seulement ces statues, mais d'autres réalisations, des grottes peintes, des œuvres d'art, et même une forme d'écriture, mais qui appartient au passé. Elle aurait changé ou disparu de cette île. Dans la première moitié du XIXe siècle, l'île de Pâques ne va toujours pas susciter beaucoup d'intérêt parce qu'elle est très éloignée, elle n'offre pas de ressources particulières, mais les choses vont changer à partir des années 1860 et changer de façon dramatique pour la population, parce que dans les années 1860, alors qu'on estime la population de l'île à environ 3000 personnes, des marchands d'esclaves venus du Pérou commencent à organiser des raids pour capturer et déporter comme esclaves les habitants en Amérique du Sud. En quelques mois, ils vont capturer ou tuer à peu près 1500 personnes, la moitié des habitants, et vont les emmener de force pour aller travailler dans des mines au Pérou. Il y a une protestation internationale qui apparaît et on parvient à faire libérer quelques survivants, à peine quelques dizaines, mais ils reviennent sur l'île porteurs de différentes maladies contre lesquelles les autres habitants ne sont pas immunisés, et une vague d'épidémie sur l'île de Pâques fait quasiment disparaître la population, qui se trouve réduite à quelques dizaines de personnes. Une culture qui était déjà visiblement en déclin est quasiment éradiquée par cette catastrophe, puisque le savoir qui permettait de lire l'écriture de l'île de Pâques, qu'on appelle le rongo-rongo, va disparaître à cette période, ainsi que énormément de récits. La culture orale était très importante, qui nous manque aujourd'hui pour véritablement connaître avec certitude l'histoire de ce qu'il s'est passé sur l'île avant l'arrivée des Européens. Finalement, à la fin des années 1880, le Chili annexe l'île de Pâques et depuis cette époque, elle fait partie du Chili. Mais
c'est seulement au XXe siècle, dans les années 1910, qu'on va commencer à étudier scientifiquement l'île de Pâques et à réaliser l'ampleur des énigmes qui sont posées par cette île. Par exemple, d'où viennent les habitants à plusieurs milliers de kilomètres de tout autre lieu habité? Comment est-ce qu'ils ont pu construire ces statues, dont certaines font jusqu'à 80 tonnes, sur une île qui, quand on la découvre, n'a quasiment pas de forêt, il n'y a presque pas d'arbres. Le paysage est assez désolé, il n'y a pas de source d'eau potable non plus, simplement des réservoirs, des lacs, parce que l'île de Pâques est d'origine volcanique. Elle a été formée par 3 volcans, et dans les cratères de ces volcans, des lacs d'eau de pluie se sont formés. Comment également un groupe aussi petit et isolé, quelques centaines ou milliers de personnes, ont pu atteindre un tel niveau culturel avec des villages, des constructions en pierre, les moailles bien sûr, de l'art, une écriture et une culture unique, alors qu'on a toujours considéré que l'apparition de la civilisation et le fait d'atteindre un certain niveau de culture nécessitait des échanges avec d'autres groupes, nécessitait aussi une population suffisamment importante, des choses qui ne sont pas présentes sur l'île de Pâques. Devant l'absence d'explication, on a vu au départ bien sûr apparaître de nombreuses théories plus ou moins crédibles, ésotériques ou même de science-fiction. Par exemple, l'idée que l'île de Pâques serait la dernière partie émergée d'un continent mythique beaucoup plus vaste dans le Pacifique qui se serait appelé Mu, M-U. J'en avais parlé dans la vidéo sur le mythe de l'Atlantide. Vous trouverez également le lien dans la description. Ou encore des explications faisant intervenir des extraterrestres. Mais peu à peu, au cours des 50 ou 60 dernières années, on a commencé à mieux comprendre d'où venaient les habitants de l'île de Pâques, les Pasquans, et comment ils avaient pu fabriquer ces moailles. On a déjà pu déterminer d'où venaient les Pasquans, et on sait aujourd'hui qu'ils venaient, au moins dans leur très grande majorité, de Polynésie. Vous savez que les Polynésiens ont colonisé le Pacifique avec des moyens extrêmement limités, puisqu'ils arrivaient à naviguer sur des centaines, voire des milliers de kilomètres entre les îles avec des radeaux. Et en 1947, un ethnologue et navigateur norvégien, Thor Heyerdahl, fait une expérience sur un radeau. Le nom du radeau est assez célèbre, si vous l'avez déjà entendu, c'est le Kon-Tiki. Et à travers cette expérience, il cherche à étudier, en naviguant dans le Pacifique Sud, sur son radeau, comment les populations polynésiennes se sont répandues dans le Pacifique.
possible avec des moyens extrêmement limités, qui étaient ceux des Polynésiens, de naviguer entre non seulement la Polynésie française, la plus à l'est de la Polynésie, jusqu'à l'île de Pâques, mais aussi de naviguer entre l'île de Pâques et la côte de l'Amérique du Sud, là où vivaient les Incas avant l'arrivée des Européens. On sait aujourd'hui, par des tests génétiques, que les Pasquans sont des Polynésiens, et on n'a pas trouvé de traces d'autres peuples, mais il va apparaître, il y a quelques années, la théorie selon laquelle une partie, au moins, des habitants de l'île de Pâques seraient venus d'Amérique du Sud et seraient des représentants de la civilisation Inca. On a pu aussi déterminer par des datations au carbone 14 des vestiges trouvés sur l'île, la date très approximative de son peuplement. Ce peuplement n'est pas intervenu avant le 5e ou 6e siècle après Jésus-Christ, mais plus probablement il y a environ 1000 ans, pendant le Moyen-Âge en Europe. Et on a pu également estimer la date de fabrication des moailles quelque part entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Ils sont donc relativement récents. Cette théorie selon laquelle les Incas auraient découvert et se seraient même installés sur l'île de Pâques, elle repose sur, bien sûr, la possibilité technique qui a été démontrée de naviguer entre la côte du Pérou et cette île, mais aussi sur les statues elles-mêmes, puisqu'on ne trouve pas d'équivalent dans la culture polynésienne de statues aussi massives, aussi impressionnantes, et avec ce type d'esthétique. Et ce qui vient également à l'appui de cette théorie, ce sont les récits qui ont perduré, subsisté dans la population et qui parlent d'une époque pendant laquelle l'île était partagée entre deux clans. Il y aurait eu un clan qu'ils appelaient les longues oreilles et un clan les courtes oreilles. Le clan des longues oreilles aurait été le maître de l'île de Pâques et aurait forcé les courtes oreilles à fabriquer et à transporter les moailles depuis une carrière qui est dans le centre de l'île. Malgré tout, on n'a jamais pu démontrer avec certitude que des Incas ou des Sud-Américains soient arrivés sur l'île de Pâques. Et pour le moment, c'est une théorie qui reste minoritaire et assez contestée parce qu'on ne trouve pas de traces génétiques des Incas, parce que également il est possible que ce récit sur les longues et les courtes oreilles, même en admettant que ça ne soit pas seulement une fable, parle peut-être de classes sociales différentes dans la société pasquane. Comme toutes les sociétés polynésiennes, elle était très hiérarchisée, ou alors qu'elle parle simplement de deux clans qui étaient ethniquement similaires. On ne sait pas, mais ça reste une théorie possible, disons. Un autre mystère de l'île de Pâques, c'est comment, techniquement, on a pu sculpter et surtout déplacer
des statues aussi gigantesques. Et on a, là encore, découvert que les statues pouvaient être déplacées, au moins pour les plus petites d'entre elles, par un système de cordage, en les faisant littéralement marcher avec des groupes d'hommes qui faisaient osciller les statues en les tirant avec des cordes pour les déplacer depuis la carrière jusque sur les sites où elles étaient installées. Pour des statues plus lourdes, il est probable que les habitants aient utilisé des troncs d'arbres pour faire rouler les statues. Et le mystère, justement, est de savoir pourquoi cette île, qui a contenu du bois, et même en grande quantité, ce que les recherches ont montré, a été déforestée avant même, sans doute, que les Européens n'arrivent. Et une autre théorie, elle aussi plausible mais controversée, est apparue, qui situe sur l'île de Pâques une catastrophe de type écologique provoquée par la population à force de surexploiter les ressources, peut-être parce que la population était trop nombreuse, peut-être parce que des guerres entre les clans qui se partageaient l'île ont dégénéré et entraîné la destruction des forêts, ou simplement parce que tous les arbres ont été coupés pour édifier et transporter les statues ou fabriquer des embarcations. Ce que suppose cette théorie, ce serait donc que la population se soit involontairement autodétruite, puisque l'épuisement des ressources aurait fait chuter le nombre d'habitants à un niveau beaucoup plus faible quand il a été découvert par les Européens que celui qui existait auparavant sur l'île de Pâques. Et cet effondrement démographique, économique, aurait aussi eu un impact culturel en entraînant donc le déclin de la société de l'île de Pâques. Et ceci aurait expliqué, entre le moment de la découverte de l'île de Pâques et les décennies qui ont suivi, le déclin de l'entretien des statues et la stagnation de la population. Cette théorie de la catastrophe écologique a eu un certain succès, peut-être parce qu'elle s'appuie sur certains éléments factuels, mais aussi probablement parce qu'elle fait largement écho à nos angoisses et aux enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui sur la planète. Donc elle a été reprise dans beaucoup de documentaires et beaucoup de personnes la considèrent généralement comme plus qu'une théorie, mais quasiment une certitude. En fait, même si elle n'est pas à écarter, ça reste une hypothèse parmi d'autres. Il est possible aussi que cet effondrement écologique de l'île de Pâques, qui est indéniable, ne soit pas le résultat de l'activité humaine, mais de phénomènes climatiques. Par exemple, un phénomène qui s'appelle El Niño, qui frappe le sud-est du Pacifique régulièrement et qui a des effets importants, notamment sur le climat et l'économie au Pérou, aurait très bien pu frapper également l'île de Pâques en entraînant la disparition de sa forêt. La fonction des Moaï a aussi
étaient éclairés. Déjà, on s'est rendu compte que même si beaucoup de statues semblaient être simplement des têtes, elles avaient aussi un corps. Les corps étaient enterrés très souvent. On ne sait pas exactement si c'était volontaire ou non, mais en tout cas les statues, et il y en a plusieurs centaines, presque 1000, dont une petite moitié sont encore dans leur carrière, étaient des représentations des ancêtres, et elles servaient au culte des ancêtres qui est commun à de très nombreuses sociétés polynésiennes. Les Moaïs aussi avaient une apparence assez différente de celle dans laquelle on les a découverts au XVIIIe ou au XIXe siècle. Les statues, là encore au moins certaines d'entre elles, avaient des yeux faits avec du corail. Elles avaient souvent sur la tête une coiffe en pierre, une coiffe qui pouvait peser jusqu'à plusieurs tonnes. Et elles étaient alignées, jamais tournées vers la mer, mais toujours vers l'intérieur des terres. Et on suppose qu'elles pouvaient être alignées sur des terrasses, au moins la majorité d'entre elles, et faire l'objet d'offrandes, d'un culte de la part de la population. Cette population, qui a donc été presque anéantie par le contact avec le reste du monde, a pu heureusement remonter au XXe siècle. Aujourd'hui, il y a quelques milliers d'habitants et ils essayent de préserver leur folklore et leur culture, sachant que l'île de Pâques vit principalement du tourisme aujourd'hui. Ils ont un nom pour leur île qui est Rapa Nui, un nom qui n'est sans doute pas celui qu'utilisaient leurs ancêtres. Il est apparu au XIXe siècle et ils ont reçu dans les années 1960, tardivement, la nationalité chilienne, mais ça reste une communauté qui se mélange relativement peu, au moins dans les mariages, et qui essaye de maintenir cet héritage. Heureusement, peut-être, le tourisme à l'île de Pâques reste relativement limité. Ce sont quelques dizaines de milliers de touristes seulement chaque année, parce que l'île de Pâques reste très loin. Elle est à plusieurs heures d'avion, que ce soit de Tahiti ou du Chili. Et je dis heureusement parce que malgré cette petite quantité de touristes, il y a déjà des dégradations qui ont pu apparaître sur l'île. Et donc il faut trouver un équilibre difficile, délicat, entre une activité qui fait vivre la population, mais qui, en même temps, pourrait menacer ce patrimoine. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère, comme toujours, que ce sujet vous a intéressé. Je vous invite à voter pour les prochains sujets et je vous dis